Bonjour à toutes et à tous. Du fait des évolutions du monde professionnel, de la réglementation aux attentes des actifs et du monde en règle générale d'ailleurs, nous avons choisi d'explorer ensemble les moyens de repenser le monde du travail. Je m'appelle Corinne Estelle Guéminche, je suis entrepreneur et fondatrice de Plume Biz. Notre métier, permettre à nos clients d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. Tous les jours, nous accompagnons des dirigeants, des directeurs et des RH dans leurs enjeux en termes de ressources humaines, de RSE ou encore de communication interne et de marque employeur. Avec notre live Bebuzz, nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes de métier et de talent qui vont partager avec nous leur vision et leur retour d'expérience sur des sujets clés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Mélanie Schauer. Mélanie, tu es Global HR Leader et Senior Vice President Human Resources dans une start-up dans l'industrie du sport. Tu as une carrière internationale de bout en bout en tant que DRH dans des startups en hypercroissance, mais aussi dans des organisations du luxe, du voyage ou encore de la boisson. Tu as été par ailleurs amené à conduire plusieurs fusions-acquisitions encore récemment. Alors, qui mieux que toi peut nous parler de notre sujet du jour? Les enjeux et les challenges RH dans le cadre d'une acquisition et d'une fusion. Les FUSAC, comme on peut également les appeler, ce sont des transactions d'entreprises complexes, on le sait. Elles ont un impact significatif sur toutes les parties impliquées, des actionnaires aux employés. Alors que ces transactions peuvent créer des opportunités de croissance et des synergies, elles s'accompagnent également d'enjeux et de challenges importants, notamment en termes de ressources humaines. De fait, tout projet de fusion-acquisition ou acquisition-fusion, ça revient à peu près au même, bouleverse la vie économique et les salariés d'une entreprise et conduit à questionner son mode d'organisation et ses ressources. Vecteur de stress, de questionnement, ces projets amènent souvent à l'interrogation des services RH. Mettre les RH au cœur des fusions-acquisitions est la clé d'une intégration réussie. Qu'en penses-tu, Mélanie? Je pense que c'est un élément essentiel, afin d'avoir une intégration réussie. Les ressources humaines sont dans ce genre de processus des gestionnaires du changement. Il faut bien évidemment faciliter l'adaptation des employés à la nouvelle réalité de l'entreprise, gérer les résistances, et les peurs des employés. Au-delà bien sûr de s'assurer, que toutes les étapes de la fusion ou de l'acquisition respectent les lois, les réglementations en matière du travail. Les ressources humaines jouent un rôle crucial dans, l'harmonisation des cultures d'entreprise, la rétention bien évidemment des talents, le design de la nouvelle, structure, la communication interne, et ce, d'autant plus, avec, des défis, par exemple, quand il s'agit, d'entreprises dans des pays différents, qui auront, non seulement des cultures d'entreprise différentes, mais bien évidemment, des langues potentiellement différentes, qui apporteront, un élément supplémentaire, à gérer. Les entreprises se concentrent sur le potentiel business, hein, en règle générale, l'envergure financière acquise grâce à leur fusion-acquisition. Elles ont plus que jamais besoin d'un service RH opérationnel, terrain, pour gérer les risques côté salarié et faire naître des opportunités. Cela dans une optique d'intégration réussie. Alors, ma question bête, c'est quoi une intégration réussie? Alors déjà, je dirais d'un point de vue, général, pas forcément, ici sur le volet ressources humaines, mais une intégration réussie, c'est d'atteindre ses objectifs financiers, que la fusion ou que l'acquisition avait pour but, que ça soit une expansion géographique par exemple, l'acquisition de nouveaux marchés ou de nouvelles technologies ou de compétences clés par exemple, c'est de réaliser des synergies, des fois des réductions de coûts,
l'augmentation de revenus, par exemple, en créant de la valeur pour l'entreprise, et pour les actionnaires. C'est également s'assurer de la continuité des opérations, s'assurant que, les opérations ne soient pas trop perturbées, pendant, le processus, de fusion ou acquisition. D'un point de vue, ressources humaines et humain, je pense qu'une intégration réussie, repose sur l'intégration ou l'harmonisation des cultures d'entreprise afin de créer un nouvel environnement de travail qui soit motivant pour les employés. C'est pouvoir créer des valeurs partagées, une nouvelle vision commune, une nouvelle identité d'entreprise, où les employés se retrouvent, même si cela peut prendre, plusieurs années. C'est réussir, à garder les talents clés, en tout cas, qui vont participer à la réussite de l'intégration, attirer également de nouveaux talents, grâce à une nouvelle marque employeur forte, et de pouvoir créer cette nouvelle entreprise, qui va bien évidemment, pouvoir réussir, à grandir, et à être, on l'espère, je dirais plus forte que, avant, cette fusion ou cette acquisition. Alors le sujet des cultures d'entreprise, hein, des valeurs, de la vision est central, tu l'as dit. Revenant systématiquement comme facteur majeur d'échec dans les retours d'expérience, le facteur culturel est trop souvent le parent pauvre finalement de la gestion d'une transaction. Comment fusionner des cultures forcément différentes pour que chacun y trouve son compte et reste engagé? Alors c'est une des tâches, en effet, je pense, les plus complexes, parce qu'on parle d'ici, d'humains, avec, une culture d'entreprise, généralement encore, différente. Comme on l'a dit, potentiellement, une culture même de pays différente, une langue différente, et ce, dans une situation de changement, qui est potentiellement un changement difficile, surtout si, ça s'accompagne, d'une réduction de poste, par exemple. Donc je pense, il faut commencer à prendre le temps de vraiment comprendre les cultures existantes, des différentes, compagnies, que l'on fusionne ou qu'on achète. Ces normes, ces valeurs, comment les gens se comportent, quelles sont les différentes pratiques, qui définissent vraiment sa culture et en gros, comment les employés travaillent et interagissent dans la vie de tous les jours. Il faut ensuite établir, une vision culturelle commune, des objectifs communs, qui en même temps respectent la diversité des employés et des pratiques déjà là, et vraiment de pouvoir recréer quelque chose, au travers non seulement des ressources humaines, mais également au travers des dirigeants, des managers et de travailler avec les employés à quelque chose qui unifie. Par exemple, quand j'ai travaillé sur l'intégration, de Coty avec, le business beauté de Procter& et Gamble, la vision de Coty était de créer une nouvelle vision basée sur le meilleur des 2 mondes, en identifiant, les bonnes pratiques, de chacune de ces 2 compagnies, vraiment, recréer quelque chose qui prenne le meilleur de chacune pour avoir une compagnie encore plus forte. Donc vraiment engager les employés dans ce processus de fusion culturelle est très important, que ça soit à travers des groupes de travail, des sessions de feedback afin qu'ils se sentent, faisant partie de ce processus et de ce changement, et qu'ils aient un impact dans ce changement et pas que cela soit subi. Ici, la communication est absolument cruciale. La communication doit se faire de manière très, très fréquente afin que les employés soient clairs sur tout ce qu'il se passe, sur comment les décisions sont prises, afin qu'il n'y ait pas de questions, qui ne soient pas, résolues. Le leadership également, bien évidemment, doit être aligné en phase avec la vision culturelle commune, montrer l'exemple en adoptant les nouveaux comportements culturels définis, afin, encore une fois, de créer cette cohésion, à l'interne. Ça peut prendre du temps, une fusion culturelle, notamment, prend du temps, la fusion de systèmes et cetera, de process est
est probablement, quelque chose qui prend beaucoup moins de temps qu'une fusion culturelle. C'est un processus continu qui nécessite un engagement à long terme, et vraiment un engagement, je dirais, sans répit. Mmh mh. Absolument d'accord. On a beau organiser des onboarding les plus soignés possibles aux petits oignons et vouloir, avoir une communication absolument, parfaite, dans le cas d'un rapprochement de 2 entreprises, il existe toujours un risque de communication détériorée. Je parle du phénomène de bruit qui pollue finalement, la communication, les non-dits, les «il paraît que», «j'ai entendu que». Quand les collaborateurs sont issus de cultures différentes, ce risque peut être majoré ou pas, tu vas nous le dire, du fait de la barrière linguistique. C'est vrai que quand on communique dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, ben, cela peut induire à encore plus d'incompréhension finalement. Que conseilles-tu? Alors en effet, je pense que la communication interne est primordiale. Comme on l'a dit, c'est vraiment communiquer de manière constante, over communiquer, je dirais dans un processus, de fusion-acquisition. Le choix du langage, de la terminologie est primordial, et afin d'éviter des malentendus potentiels, surtout quand il s'agit en effet, de gérer des compagnies avec des langues, différentes. On peut organiser, des forums, locaux, qui vont pouvoir se faire dans la langue du pays. On peut organiser, typiquement des questions, et réponses, qui sont traduites dans différents pays, et on peut également, je pense, mesurer le sentiment des employés par exemple à travers un Employee Engagement Survey, où on posera des questions spécifiques liées à l'intégration, afin de vraiment connaître le sentiment des employés et de pouvoir bien évidemment répondre, à certaines questions, à certaines, angoisses. On reste, un département, lié à l'humain, donc rester proche des gens, être à l'écoute, avoir, vraiment la porte ouverte, permettra également, je pense, de pouvoir adresser au plus vite, tous les malentendus, qui pourraient arriver dans ce genre de situation. Mmh. Alors c'est les processus, hein, finalement de fusion-acquisition sont quelque chose d'assez classique et et dans ce contexte-là, des équipes sont amenées elles-mêmes à fusionner. Du coup, au sein d'une même équipe qui intègre des profils de plus en plus variés et internationaux, cela peut entraîner des incompréhensions au sein même de l'opérationnel. Et c'est encore plus problématique, plus challengeant lors de périodes d'incertitude. Comment maîtriser les répercussions négatives d'une fusion-acquisition qui verrait en fait des équipes se rejoindre? Alors, encore une fois, je dirais communication et leadership. Si, c'est des équipes qui fusionnent, il est important, bien évidemment, d'expliquer les raisons de la fusion de ces équipes, quels sont les buts qu'on espère atteindre, comment est-ce que cette nouvelle équipe, va fonctionner, dans la nouvelle, structure, et vraiment être à l'écoute, de ses collaborateurs, de ses employés, répondre aux inquiétudes et aux questions des employés. Heu, Impliquer ses employés, encore une fois, si on le peut, dans ces discussions, afin de vraiment les engager, dans ces changements, et bien sûr montrer l'exemple, en tant que leader. Ça demande une planification, je dirais, minutieuse, une gestion très proactive et une approche humaine, dans ce genre de situation. Mmh. Et quelles sont les bonnes pratiques RH et les écueils en cas de fusion avec une forte consolidation? Alors, la planification, doit se faire bien avant la fusion, ça demande beaucoup de travail, que ça soit les objectifs, stratégiques, que ça soit les synergies qu'on attend, que ça soit les risques potentiels.
par exemple, les talents clés qui partiraient, l'évaluation des lois, régulations de chaque pays dans laquelle on va se retrouver, des organigrammes, est-ce qu'il y a des doublons? Les talents, qu'est-ce que quel est le talent de chaque personne afin de pouvoir identifier les compétences clés, dont on va avoir besoin, les redondances, encore une fois potentielles de postes, ou de personnes, les avantages par exemple sociaux proposés, et les différences bien évidemment de culture d'entreprise qui, vont être, vraiment un un des plus gros facteurs, je pense, de réussite ou non, de fusion. Oui, tout à l'heure, tu parlais de l'inscription dans le long terme, d'un changement culturel. Tu as parlé également de tout ce qui tourne autour du leadership, qui est en fait un facteur essentiel pour la réussite de tout ce genre de transactions, hein, fusion-acquisition. Existe-t-il une posture, un style de leadership particulier ou qui amène particulièrement à la réussite? Alors je pense qu'il n'y a pas forcément un style de leadership, idéal et universel pour toutes les fusions-acquisitions, parce que leur succès dépend de nombreux facteurs, comme on l'a discuté, les objectifs stratégiques, les cultures, des entreprises impliquées, les défis, et différentes préférences de ces parties prenantes. Cependant, il y a, des traits qui vont être, importants, pour pouvoir gérer efficacement une fusion ou une acquisition. Je pense à un leadership collaboratif, la capacité à collaborer, à travailler en équipe est bien évidemment essentielle, dans la vie de tous les jours, mais également et de manière encore plus forte lors d'une fusion ou d'une acquisition, parce que souvent, ça veut dire réunir des équipes, qui proviennent, comme on a discuté, de cultures d'entreprises, différentes. Donc vraiment un leader qui favorise la collaboration, peut unifier les équipes, et établir des stratégies. Un leader, transformationnel, qui va être un visionnaire, qui va motiver les employés à adhérer à cette nouvelle vision commune. Donc ça crée, c'est un leadership, efficace, notamment, dans ces fusions et acquisitions. Ça crée un enthousiasme autour de la fusion, ça crée un enthousiasme autour de la nouvelle compagnie, qui inspire le changement. Bien évidemment, un leadership, adaptatif, on parle de circonstances, qui changent, énormément. Les fusions-acquisitions sont aussi, passablement, parfois imprévisibles, donc la flexibilité, la capacité à ajuster sa stratégie en fonction des besoins, c'est quelque chose d'important. On a parlé de la communication, de l'importance de la communication interne, donc un leadership axé sur la communication, qui a une communication ouverte, transparente et fréquente est crucial pour que les employés se sentent en confiance, qu'ils, aient leurs questions, répondues et minimiser, les incertitudes. Bien évidemment, un leadership, je dirais aussi empathique, on parle beaucoup d'empathie ces dernières années, mais vraiment la capacité à comprendre les gens, à comprendre les émotions, les inquiétudes, les besoins des employés, sera quelque chose vraiment d'indispensable pour maintenir un climat de travail, positif. Hem et je dirais, pour finir, et sans être un leadership idéal, vraiment adopter un style de leadership probablement hybride ici, qui combine plusieurs de ces traits en fonction des circonstances. C'est probablement cela qui va être efficace lors, d'une fusion ou d'une acquisition. Mmh. Alors pour finir, quels seraient tes points d'attention ou tes recommandations pour nos auditeurs, dirigeants et RH qui entreraient dans ce genre de situation, de fusion-acquisition? Alors je dirais, comme on l'a défini, la planification est très importante et ça prend vraiment beaucoup de temps, hein.
Il faut, je dirais, commencer par définir les objectifs de la fusion et acquisition. Heu, Ça va être quelque chose d'important, bien évidemment, pour, heu, évaluer, la réussite, de la fusion-acquisition et accompagner les employés dans ce changement culturel. Comprendre l'organisation, la culture, les talents, les lois, comme on l'a dit, des compagnies que l'on fusionne ou qu'on achète. Heu, Définir, prendre son temps de définir une nouvelle organisation, une nouvelle culture en tenant compte des spécificités de l'entreprise, rachetée ou des 2 entreprises qui fusionnent. Bien évidemment, communiquer avec les équipes et les managers, travailler avec eux dans ce changement. Heu, les inclure dans la conduite du changement, inclure les employés dans la conduite du changement, afin que ce ne soit pas subi, mais que cela soit un engagement de chacun. Créer une nouvelle promesse employeur, globale, non seulement pour nos employés, mais aussi pour, valoriser les employés, les opportunités à l'interne, mais aussi à l'externe et créer, une nouvelle marque qui soit quelque chose que les nouveaux candidats voudront rejoindre et je dirais mesurer, et mettre en place des moyens de mesurer l'efficacité du processus de changement et le sentiment des employés, par exemple, encore une fois, à travers un Employee Engagement Survey, afin de pouvoir, vraiment avoir le pulse des employés et de pouvoir répondre, aux inquiétudes, aux questions, et aux opportunités créées, par cette, fusion ou cette acquisition. Merci beaucoup Mélanie, c'était extrêmement riche. Alors je rassure nos auditeurs, nos participants, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, toutes les recommandations de Mélanie, vous pouvez accéder au replay sur la chaîne, YouTube. Notre live se termine. Un grand merci à tous d'avoir suivi et d'avoir partagé avec nous cet échange avec Mélanie autour des enjeux et des challenges RH lors de FUSAC, donc de fusion-acquisition. Encore merci à toi, Mélanie, pour tous ces super conseils, ton avis, tes anecdotes, tes recommandations, tes clés. Nous avons bien noté vos questions. Nous y répondrons dans la foulée. Ne manquez pas nos prochains live Bebuzz tous les mardis à 10h30 sur des sujets extrêmement variés, toujours en rapport avec la fidélisation, la productivité des collaborateurs. Vous pouvez également accéder à nos articles sur notre blog Plume and Biz. En attendant, restez connectés, prenez soin de vous et à très vite. Merci encore.